avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Romain. Il va nous raconter son histoire de parent. Ce format que je vous propose depuis quelque temps maintenant est un format que j'affectionne particulièrement parce qu'il permet de laisser la parole aux parents, aux mères et aux pères de chaque côté sur justement ce moment de découverte de la parentalité que l'on vit un petit peu tous. Romain et sa conjointe Marie-Aurore ont 2 enfants. Il va nous raconter son histoire de père, de devenir père, en répondant à des questions sur l'arrivée de leur premier enfant, et je poserai dans l'épisode de la semaine prochaine les mêmes questions à sa compagne. Donc nous allons nous parler de l'origine du désir d'enfant, de l'annonce de la grossesse et de la prise de conscience, du déroulement de la grossesse et de l'accouchement, et de l'arrivée de l'enfant et de l'impact sur la vie, sur les ressentis qu'on peut avoir. Et bien sûr, le parcours depuis, et comment est-ce qu'ils peuvent se sentir aujourd'hui. Je remercie bien sûr Romain pour son témoignage. Vous verrez, c'est pas toujours facile de faire parler les mecs sur leurs émotions et sur leurs ressentis. En tout cas, c'est un exercice qui est pas facile, surtout pour les personnes que j'invite. Donc merci encore à Romain et à Marie-Aurore de s'être prêtés au jeu. Je vous laisse découvrir tout de suite le début de l'épisode avec le sujet de d'où vient ce désir d'enfant. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Alors ce désir d'enfant, il a eu lieu assez tôt dans ma vie parce que avec ma conjointe, on est ensemble depuis à peu près 15 ans, un peu plus même maintenant. On s'est rencontrés quand on était en 6e, où on s'aimait pas du tout à ce moment-là, c'était même un peu la guerre. Et on a commencé à flirter, si on peut dire, en 3e. Et ce désir d'enfant, en fait, était venu un peu sur une blague. On s'était lancé un cap ou pas cap à 15 ans, justement, quand on s'est mis ensemble. Cap ou pas cap, d'appeler notre enfant Lizzie si on en a un plus tard. C'était un peu l'histoire de notre vie. Comment ça a débuté. Voilà. Donc voilà, ce petit désir flirtait dans notre tête, mais par contre, on s'était toujours dit non, on le fera tard, on n'est pas pressé, etc. Et on avait dit on le fera aux alentours des 30 ans. Voilà, c'était un peu le sujet de ce qu'on s'était dit, le projet de vie, quoi. On a dit non, on veut consacrer notre vie à notre carrière, on verra plus tard. Ce qui a un peu précipité les choses, c'est que mon papa est tombé malade il y a 5-6 ans, d'un cancer un peu foudroyant, donc il est pas décédé, il va toujours bien, d'ailleurs il doit passer aujourd'hui, enfin bref, peu importe. Mais du coup, en fait, le fait d'apprendre ça nous a un peu projeté en disant bah non, on veut que nos enfants connaissent ses grands-parents, on pense que c'est important, qu'ils en profitent. Et du coup, ça a fait un peu accélérer les choses, donc voilà, donc en 2018, on a eu la naissance de notre premier enfant. Et là, vous avez quel âge ? Là, j'ai 32 ans. D'accord, ok. Voilà, donc ça fait 4 ans, va avoir 4 ans en fin d'année cette année. Mais c'est ce qui a un peu précipité les choses, quoi. Quand c'était dit non, on a grand, et finalement ça a un peu accéléré. En gros, pourquoi on a décidé ça ? Moi, j'avais 22 ans quand j'ai perdu mon grand frère, qui en avait 25, d'un cancer également. Donc du coup, mon père, c'est un petit peu le même genre de cancer qu'il a, un peu de la même famille. Et donc on s'est dit, mon frère, en gros, on l'a pris en janvier, en septembre, il était décédé. Donc autant dire, tu vois, un peu rapide en 9 mois. On s'est dit, non, on veut pas que ça se reproduise, faut que mon père puisse connaître mes enfants, quoi. Donc c'est ce qui a un peu précipité Lizzie. Précipité, mais en même temps, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, on a tous les deux un métier. Il y avait pas forcément de pression de la société autour de ça, quoi. Donc ça, c'était ok pour vous. Et comment ça s'est passé pour le coup de se dire tiens, on veut faire un bébé est-ce que c'est venu rapidement, facilement ? Est-ce que ça a été compliqué, pas compliqué ? Alors pour ce niveau-là, on a eu à peu près de chance parce qu'on s'était dit déjà on voulait que Marie-Aurore arrête la pilule parce que vis-à-vis de la santé, on sait que c'est pas très bien, surtout qu'elle utilisait une 3e génération parce que bah c'était comme ça à l'époque. On lui avait proposé de changer, mais elle avait plein de problèmes au niveau des règles et du coup c'était un petit peu compliqué de changer de pilule. Donc du coup on s'était dit qu'on arrêtait la pilule il y a 6 ou 7 mois avant d'avoir Lizzie, mais pas forcément dans le but d'avoir un enfant. Et du coup, quand on a pris la maladie de mon papa, du coup en août, je crois, donc 2017 de mémoire, on s'est dit, bah ok, cette fois on arrête
arrête vraiment la pilule pour se concentrer à avoir un enfant. Le temps qu'on fasse un petit peu ce qui était voulu pour avant la grossesse, d'arrêter la pilule, on dit toujours à peu près 6 mois avant, en même temps qu'on prend l'acide folique. Et du coup, on a dit, on se protège classiquement, et puis quand ça sera le moment venu, on se lancera. Donc, je crois qu'on a arrêté de se protéger en janvier, et du coup, elle est tombée enceinte en février, donc un mois après, relativement rapidement, et sans trop de pression, quoi. On s'était dit, ça viendra quand ça viendra, et c'est venu rapidement. Super. Et c'est venu rapidement, quoi. Et alors, ce début de grossesse, et cette grossesse, comment ça se passe? Ah, la grossesse se passe super bien, génial. Marie-Aurore a super bien géré tout le long, aucun problème en soi. Pour moi, c'était facile entre guillemets parce que j'avais rien à faire, à part l'accompagner, l'aider, mais vraiment, vraiment facile, quoi. Rien de compliqué. Les derniers moments plus compliqués forcément parce que il y a le moment où elle est fatiguée, il faut un peu plus gérer, il faut l'aider un peu pour tout, mais honnêtement relativement facile. On n'avait pas, enfin moi à mon niveau, j'avais pas forcément la conscience d'avoir un bébé au bout de 9 mois. J'ai pris vraiment conscience moi à mon niveau que j'étais papa même après l'accouchement. Mais voilà, non, tout ce qui est grossesse, super bien passé, très bon moment. Et tu dis, je reviendrai après sur la prise de conscience d'être papa. Pour le coup, Oui. quand elle t'annonce qu'elle est enceinte, qu'est-ce que tu ressens? Et en fait, m'a pris ça un petit peu au dépourvu parce que j'étais en train de travailler. J'étais en train de travailler sur l'ordinateur et elle est arrivée en pleurs avec le test de grossesse en mode je suis enceinte. Et je fais ah ouais, super, enfin super content, ouais, parce que moi j'ai toujours voulu avoir au moins un enfant. En plus, je voulais une fille, donc ça tombe super bien. Enfin, ça, je le sais pas encore, mais ça tombe super bien. Non, sur le coup, à mon niveau, j'ai pas forcément réalisé que dans 9 mois, on allait avoir un bébé, que c'était inné, que non, ça a été une surprise, super content, mais en même temps, on sait pas trop à quoi s'attendre, quoi. Donc attends, si je comprends bien la scène, t'es en train de bosser, et puis Marie-Aurore arrive en disant, en pleurs, en disant: «Ah putain, je suis enceinte, c'est trop bien». Et toi, en gros, tu réponds, «Ah ouais, ouais, super, mais attends, j'ai un dossier à finir, quoi». Pas tout à fait, mais c'était un petit peu ça. C'est un peu l'ambiance. Ouais, je comprends, ouais. Alors c'est vrai que ce genre de nouvelles, on sait pas trop quand ça nous tombe dessus. Ouais. Juste pour dire, moi, moi, ma compagne, elle me l'a annoncé, si tu veux, je partais au travail et j'avais un train à prendre. Donc voilà, on a pris le temps de dire c'est génial, mais il faut se casser et bosser. Voilà, donc c'est très bien. J'ai une petite question là, en t'écoutant qui me vient. Qu'est-ce qui fait que tu voulais une fille? Ce qui fait que je voulais une fille, alors ça, j'ai envie de dire ça remonte à loin. Je pense que même à partir de mes 5 ans, j'ai toujours dit à ma mère, ah là là, j'adorerais avoir une petite sœur. Je sais pas vraiment pourquoi. Est-ce que c'est le côté peut-être de protection? Je sais pas qu'est-ce qui ressortait à cet âge-là. Euh, C'était oui. Alors te dire pourquoi, je saurais pas forcément l'expliquer, mais peut-être parce que j'ai grandi avec un frère, donc du coup le côté garçon je connaissais par cœur et pas le côté fille, et c'est ce côté qui m'attirait dans le côté papa, quoi, d'avoir sa petite fille. Après le pourquoi du comment, je saurais pas forcément l'expliquer. Et qu'est-ce que c'est les côtés filles? Ah ça, c'est pas évident. Alors souvent ce qu'on dit, en fait, le problème c'est que des choses qu'on a entendues et répétées et qui a forgé un peu toute l'humanité presque. La différence qui se crée entre garçon-fille, qui on voit qui est énorme au niveau de l'école et de l'éducation. Nous, on a toujours essayé de faire une éducation, alors positive, oui, et en même temps de pas faire le choix garçon-fille séparé. Mais on s'aperçoit qu'en fait, enfin, du moins depuis qu'elle est rentrée à l'école, on s'aperçoit qu'en fait, c'est conditionné plus que conditionné. Et pour le coup, toi, en tant que père, qu'est-ce que tu penses qui est différent du fait d'avoir une fille dans tes attitudes à toi, quand tu es devenu père, plutôt qu'un garçon? Alors aujourd'hui, j'aurais aucune différence entre l'un et l'autre. Je pense que soit j'ai mûri, soit j'ai évolué, je sais pas. Aujourd'hui, j'ai plus aucune différence. Je vois même dans tout ce que je vis, même si j'ai des enfants de copains de garçons, des filles, peu importe, j'ai plus aucune différence entre les deux. À l'époque, je pense que j'avais encore cette séparation
Donc, presque, si j'irais dire, le garçon doit jouer avec la voiture et la fille avec la Barbie. Même si j'avais ma Barbie quand j'étais petit, je tiens à le dire, j'aimais beaucoup jouer avec tous les jouets, quoi. Attends, tu veux dire, excuse-moi, tu veux dire que tu jouais à la Barbie quand t'étais petit et tu es hétérosexuel? Oui, c'est Mais quelle possible. découverte incroyable! Quelle découverte incroyable! Et oui, c'est possible. Oh là là! C'est ça. Non, mais bon, tu rigoles, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent ça aujourd'hui, quand Mais même. c'est pour ça que je le pointe comme ça, Et avec ça une fait touche peur, d'ironie, hein. bien sûr avec une touche d'ironie, mais c'est bien Bien pour sûr. ça que je le pointe comme ça, c'est parce que c'est quelque chose qu'on entend encore régulièrement malheureusement, mais et alors revenons à cette grossesse. Mmh. Donc Marie-Aurore est enceinte, tu le sais. Qu'est-ce que ça change dans ta vie à toi, dans tes organisations à toi, le fait qu'elle soit enceinte? Alors, au moment où elle est enceinte, ça ne change pas grand-chose dans ma vie, hormis le fait d'avoir, mes rendez-vous, sage-femme, rendez-vous, médecin, gyné, enfin tout ce qui tourne autour de la grossesse. Moi, à mon niveau, ça ne change pas forcément grand-chose à mon emploi du temps, à ma vision, à mon organisation. Heu, Après où ça change un petit peu peut-être, c'est sur les gestes du quotidien où il faut, je sais pas, par exemple, l'aider à se laver, des choses comme ça. Mais sinon, non, ça change pas grand-chose, à mon quotidien. T'as assisté au rendez-vous, aux consultations prénatales? Je crois que je les ai tous faits sauf 2. Un qui était sur le périnée, que je lui ai dit: «Bon, c'est gentil, mais je vais peut-être pas essayer de m'entraîner mon périnée avec, toutes les filles». Et un autre que je pouvais pas du tout, par rapport au travail. Je me rappelle plus lequel c'était. Alors là, tu me parles de la préparation à la naissance pour le coup? Oui, D'accord. Donc les rendez-vous de préparation à la naissance, tu les as tous faits sauf 2, c'est ça? oui. Ah oui, pardon, les Donc prénatales, j'ai les tout fait. consultations prénatales, tu as tout fait? J'ai tout fait, de mémoire, à Alors, part peut-être si j'en oublie un. est-ce que tu as utilisé, ton droit d'avoir 3 rendez-vous, 3 absences autorisées et payées? Alors non, j'ai pas utilisé ce droit, déjà je le connaissais pas. Après j'ai un employeur qui est pas trop pénible à ce niveau-là et en général, il me laissait y aller tranquillement en étant Mmh. payé, sans problème, quoi. Ma question, c'était aussi de savoir en effet si tu avais connaissance de ce droit, comme beaucoup de pères ne Non, l'ont pas. bien Voilà, sûr. donc il est toujours bon de rappeler aux pères comme aux mères ou aux futures mères que, les hommes ont droit, enfin les pères, les futurs pères ont droit à 3 absences, autorisées et payées, pour aller à des rendez-vous de consultation prénatale. Heu, voilà, qui sont souvent utilisés pour les 3 grandes échographies du parcours. Heu, voilà, donc ça, c'est important de le savoir. Et comment ça se passe, toi? Tu es comment dans ta tête pendant la grossesse? Tu te dis, «Putain, c'est quoi ce truc?» Est-ce que vous avez fait des trucs genre, tu vois, moi avec ma compagne, ce qu'elle faisait souvent, c'est qu'elle m'envoyait des photos, genre, elle m'envoyait un grain de raisin avec, des bras dessinés et un smiley dessus. J'ai eu la mangue aussi, je crois, régulièrement. Est-ce que vous avez fait ce genre de choses? Comment ça se passe? Comment est-ce que toi, tu arrives à te rendre compte de ce qui se passe? Alors, nous, on utilisait une application. Alors, peut te redire le nom, je me rappellerai plus, mais tu demanderas à Marie-Aurore, t'inquiète pas. Elle sera super forte sur ça. Une application qui, chaque jour, nous disait à quoi ressemblait le bébé. Donc, ça commençait par... Enfin, avant, il y avait des choses, mais ça commençait par le grain de riz jusqu'à la pastèque, des choses comme ça. On avait la vision 3D, pareil, sur cette application pour voir la taille du bébé qui grossit. Euh, on essayait de se rendre compte. J'ai senti le bébé assez tôt parce qu'au début je sentais carrément des petites bulles. Après je sentais carrément la tête. Enfin non, j'ai vraiment senti assez tôt. Euh, de mémoire, là où j'ai vraiment senti le vrai premier coup où on est sûr et certain que c'est un bébé, c'est plus des gargouilles dans le ventre. Je crois que c'était aux alentours des 5-6 mois. Mais déjà, je pense qu'à 3-4 mois, on commence à sentir, mais on savait pas trop ce que c'était. Après, ce qu'on a fait aussi, on a fait les échos de base, on allait faire une écho aussi entre les deux, où on avait fait une écho, je crois, à Lyon. C'était une écho 3D parce qu'on voulait avoir une écho au milieu des deux pour se persuader, parce qu'en fait, sur l'écho des 6 mois, on n'avait pas entendu, non, qu'est-ce que c'était?
Ah oui, ils nous avaient pas montré le bébé, ou je sais plus ce qui s'était passé. En gros, on avait écouté le cœur rapidement, mais l'écho, on n'avait pas bien vu ce qu'on voulait. Oui, ils nous avaient pas donné le sexe, on voulait absolument connaître le sexe. Donc du coup, on avait fait une écho au milieu. C'est là où on avait vraiment vu que c'était une fille, et un peu en 3D, donc ça nous avait un petit peu touché. C'était un peu notre moment ridicule, mais c'était mignon. Euh, après, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Qu'est-ce qu'on a fait d'autre autour du bébé, et qui m'a touché? C'est vrai que ça remonte déjà loin, parce que 4 ans, ça passe vite. Mhm. Mais oui, non, on a fait plein de choses pour se mettre dans la grossesse. Après, pour moi, tant que on n'avait pas le bébé, c'était pas pareil. Mhm. Ça marche pas pareil. Et l'arrivée du bébé alors, l'accouchement, comment ça se Ouah, passe? l'accouchement. L'arrivée du bébé ou l'accouchement, parce que c'est Allez, un peu deux l'accouchement, sujets. vas-y. Donc l'accouchement, contraction le matin enfin assez tôt le matin parce qu'elle me réveille pas, mais en gros vers 7h, 7h30, je comprends qu'il y a des contractions. Donc du coup, annulation de la journée de travail forcément, parce qu'on se dit là, ça va pas être faisable. Donc le 8h, 10h, un petit peu compliqué, parce que maman qui a un petit peu mal, moi qui suis en train d'appeler tous mes clients pour annuler, et dire, en fait, ça va pas être possible aujourd'hui. On essaye enfin, elle essaye surtout de manger rapidement à midi. Oui, je dis souvent on, même pour on a accouché, Oui, mais oui. non, c'est elle qui a tout fait. Euh, donc midi, elle mange ce qu'elle peut. Je me rappellerai toujours, c'était carrément du riz, donc chaque fois qu'elle est malade, de toute façon, c'est du riz. Midi 30, 13h, on arrive à la maternité. On attend un certain temps, une demi-heure, 40 minutes. Tout ça pour qu'on nous dise qu'en gros, c'est pas forcément fait pour aujourd'hui, qu'on lui demande où est-ce qu'elle habite pour la renvoyer. Moi qui lui tape vite dans les côtes et qui lui dis, tu lui dis pas qu'on habite à 15 minutes, sinon on repart. Donc du coup, on va faire un tour sur le parking. Parce que oui, je pense qu'elle serait prête à nous renvoyer chez nous, parce qu'elle était presque pas ouverte, ou peut-être à 1 centimètre. En gros, elle nous a dit, première grossesse, ça sera pas pour aujourd'hui. Mhm. Donc du coup, on fera un peu de forcing, donc on va faire un tour sur le parking pendant 1 heure, 2 heures. Donc là, ça a été un moment hyper compliqué pour moi, parce qu'en gros, faut imaginer Marie-Aurore à moitié pliée, en train de se reposer sur mes épaules et faire des tours de parking pendant 2 heures. Euh, donc en plus, il faisait froid, enfin bref, peu importe, c'était pas ultra grave. Et puis, mine de rien, elle avait quand même la douleur, parce que pour le coup, elle avait des contractions dans le dos, donc c'était assez douloureux. On remonte de mémoire à 14h30 ou 15h en salle pour aller revérifier. Donc là, il l'installe dans une petite salle de consulte, où en gros ils disent, ben ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure, vous êtes toujours à 1, va falloir rentrer chez vous. L'arrière qui dit non mais je peux pas, j'ai trop mal, etc. Il dit bon bah écoutez, installez-vous, on va vous mettre l'appareil pour voir un peu les contractions, ce qui se passe, et on va attendre un petit peu. Donc toutes les demi-heures elle revient, bien sûr, elle essaye, ou à 1 centimètre, elle nous dit bon, vous êtes mignons, mais vous n'êtes pas les premiers parents qui viennent. Vous en avez encore pour un moment. Bon, ok, très bien. Moi, j'étais un petit peu, un peu anxieux. Je Ouais. commençais un petit peu à baliser en me disant, je me sens pas trop de retourner à la maison, reprendre la voiture, si ça se déclenche dedans. Enfin bref, pas forcément très serein. Et puis mine de rien, voir sa femme dans cet état-là, c'est jamais agréable. Au bout d'une demi-heure, Marie-Laure qui fait un cri dans la salle. Donc moi, en tant que papa, même si je suis sapeur-pompier volontaire à l'époque, un cri comme ça fait bizarre, parce que elle a mal, quoi. Ouais. Donc du coup, je cours dans le couloir, je vais chercher une sage-femme. Impossible de trouver quelqu'un. Je reviens dans la chambre, forcément, ça fait un peu gronder. Elle me dit, bah écoute, va chercher quelqu'un, je sais pas ce qui se passe, j'ai trop mal. Bon, bah, je passe, je sais pas, peut-être 20 minutes avant de trouver quelqu'un. Donc la sage-femme revient, euh, donc elle la reconsulte, et là, elle dit, oui, c'est bien, vous êtes à 2,5, quoi. Donc là, moi, je comprends que ça va être long, quoi. Parce que déjà, presque 3 heures comme ça, un petit peu anxieux, ça fait un peu peur. Voilà, à ce moment-là, elle lui dit, bon, bah écoutez, comme vous êtes à 2,5, 3, on va vous poser la péridurale. Il devait être 17h, 17h30, je pense.
Donc je vais chercher l'anesthésiste, blabla, enfin tout ce qu'il faut pour préparer la mise en place de la péridurale. À ce moment-là, donc du coup, la dame ressort, elle revient, elle lui dit bon, écoutez, l'anesthésiste arrive dans 1 heure, je vais commencer à vous installer, il va falloir marcher jusqu'à la salle d'accouchement. Donc là, il doit être à peu près 17h30, comme je disais. Donc Mariora dit mais je vais pas arriver à marcher jusqu'à là-bas, je peux pas, etc. Et la dame lui dit oui, mais bon, je suis toute seule, c'est pas trop chaud. Bon, je prends encore Mariora un peu sur l'épaule, on marche dans le couloir de la maternité jusqu'à là-bas, jusqu'à la salle d'accouchement. Arrivé devant la porte de la salle d'accouchement, Mariora qui commence à souffler, etc., qui dit non mais j'en peux plus, il faut qu'il arrive, j'ai trop mal. Ok, la sage-femme qui dit oui, je vais le chercher, c'est encore dans une demi-heure. Elle s'assoit sur la table de la salle d'accouchement et elle refait le même cri qu'elle avait déjà fait dans la salle de préparation. Donc le cri de bête, quoi. Ouais, un cri de bête, quoi. Mais un cri, quand c'est la première fois, on sait pas ce que c'est. Ça sera arrivé pour la deuxième, ça aurait pas été pareil. Mais pour la première, je m'en suis pas rendu compte, quoi. Et la sage-femme rouvre la porte, elle dit c'est vous qui avez crié comme ça? Je dis oui, c'est ma femme qui a crié. Allongez-vous, je vous ausculte. Elle ausculte et c'est le moment où elle lui dit ouh là là, vous êtes à 10, on y va. Donc un petit peu compliqué, donc mise en place vite fait sur l'étrier, pas de péridurale. Et du coup, en gros, c'est carrément que c'était le moment de pousser, quoi. Donc c'est un cri de pousser. Quand toi, tu entends ta femme crier comme ça, là, qu'est-ce que tu ressens vraiment à ce moment-là? Parce que tu dis, je savais pas ce que c'était, mais qu'est-ce que toi, tu ressens? Mais en fait, déjà, même dans son regard, je sentais qu'elle était plus là. C'est pas le mot que de dire qu'elle était plus là, mais on sent que c'est plus la même personne. On sent que la douleur a pris le pas sur le cerveau. On sent qu'il y a qu'une seule obsession, que c'est atroce. Comme j'expliquais à tous mes copains qui me demandent comment c'est passé, comment je l'ai ressenti. Moi, j'ai vraiment l'impression d'arriver sur un accident de la route, d'être sur une personne qui est multi-fracturée et qu'en fait, qu'il a tellement mal qu'il est plus capable de penser par lui-même. Mais et toi, quelles émotions tu ressens à ce moment-là? Tu Alors ressens moi, de la là, peur, tu ressens de l'anxiété, tu ressens de la terreur, tu ressens de la joie? non, d'accord, non. Mais j'ai 177 émotions, quoi. J'ai mon cœur qui s'emballe, j'ai de la pression, je me dis qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. J'ai de la peur, j'ai de la joie, j'ai de la tristesse, j'ai de la compassion, j'ai tout qui est mélangé et je rentre un peu, comme je te dis, en fait, comme j'étais sapeur-pompier, je rentre dans ma bulle en mode de protection, en mode on est là pour intervenir, on est là pour soutenir et en fait j'ai tout le côté tristesse, etc., qui rentre dans cette bulle, et en gros, j'ai vraiment l'adrénaline à 200%, quoi. OK. Est-ce que tu penses que ton job à ce moment-là, est-ce que tu te sens frustré pour le coup de constater ça et de pas avoir de solution? Alors, pas Qui viennent de toi, forcément. hein, qui viennent de toi, hein, j'entends. Non, pas forcément, parce que de toute façon, moi, à mon niveau, là, sur un accouchement, il y a pas grand-chose à faire, hein. Le seul truc où je suis démuni, c'est que je me dis, en fait, la douleur, il y a aucune solution de l'annuler, quoi. On peut faire penser à autre chose, on peut faire plein de choses, mais son regard, il change pas, quoi. Quoi qu'on fasse, son regard change pas. On voit le regard de rage, de rage. Je sais pas si c'est de la rage, mais un regard vide, bestial. C'est impressionnant à voir, quoi. Alors revenons à l'accouchement. Elle est à 10, tout le monde se met en place, pas de péridurale Exactement. et Donc là, là, on dit: «Il va falloir pousser madame». c'est ça, et le combat commence, quoi. Euh, donc ouais, comme je dis, le combat commence. Ouais, c'est exactement ça. En fait, rentre dans une transe guerrière presque. Donc oui, impressionnant. Bravo, bravo à elle. Moi, je suis à côté, je fais tout ce que je peux. Je lui dis C'est plein de quoi tout choses. ce que tu peux? Je suis à côté d'elle, je lui serre la main, je lui tiens la tête. Donc, il lui avait mis un masque avec du gaz hilarant, je crois. Donc, j'essaie de le remettre sur le nez, même si elle me dit ça me sert à rien, ça m'étouffe. Donc, moi, je lui dis mais tu vas y arriver, t'es la meilleure.
il faut bien que tu respires, comme elle t'a dit, il faut que tu pousses au moment où elle te dit, allez, pousse encore, vas-y, tu vas Est-ce y qu'elle te arriver. lâche un gros ta gueule à un moment? Honnêtement, non. Ah bon. Et pourtant, j'aurais pensé. Mais franchement, non, elle a été super. Après, comme je te dis, je pense elle est vraiment rentrée dans sa bulle. Euh, je te dis, limite à pas la reconnaître, quoi. C'était une guerrière, quoi. Elle était en Mmh. transe. Et donc, ouais, la poussée dure un petit peu. À un moment, je me rappellerai toujours, c'est que le gaz, il a était tombé. Et en fait, moi, j'étais sur l'oreiller en train de tenir la tête et de l'aider. En fait, limite, je respirais le gaz. Et je dis, oui, t'as raison, en fait. Ça fait vraiment rien. Ça, je m'en souviendrai. Et donc, ouais, la poussée qui dure un petit peu longtemps, qui dure 40 minutes. Au bout de 40 minutes, c'est là où c'est devenu un petit peu compliqué. Donc les sages-femmes super, hein, tout le long l'ont bien aidé, expliqué. Forcément, elles savaient pas faire, donc enfin, elles savaient pas faire. Et on t'apprend pas vraiment à pousser, quoi. C'est une sensation qui, je pense, est compliquée. Au bout de 40 minutes de mémoire, il y a le gyné qui rentre dans la pièce, un gyné un peu spécial. Donc en gros, on était dans une clinique privée, donc lui, en fait, s'il rentre pas dans la pièce, ben il est pas commissionné forcément. Donc du coup, il vient, sachant qu'il a pas forcément été appelé. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, hein, qu'il soit venu. Ça c'est leur souci de médecin, etc. Mais en gros, il rentre dans la pièce et c'est ce moment où en fait Marie-Aurore qui me dit mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Bah, c'est le médecin, ça se passe bien, mais par contre c'est un petit peu long, donc c'est le protocole, quoi. J'essaie de rassurer un petit peu. Donc la sage-femme qui dit ok, allez, on pousse encore, allez, votre poussée elle est très bien, c'est bon, il faut continuer comme ça. Et ce monsieur qui dit ah non non, vous poussez pas bien, madame. Hein. Donc, moi un peu surpris, je me retourne vers la sage-femme et je dis c'est qui ce monsieur? Donc il s'était pas présenté, hein, donc c'est à ce moment-là qu'elle me dit c'est le gyné, vu que ça fait 40 minutes, du coup c'est le protocole, faut qu'il vienne, blabla. Donc Marie-Aurore, toujours très dans sa bulle, qui a tilté, qui avait un monsieur qui était rentré, mais pas forcément ce qui se passait. Donc du coup le gyné qui sort, enfin qui se dirige plus ou moins vers Marie-Aurore, si on peut dire, mais qui reste entre ses cuisses et qui lui parle à 2 mètres et qui lui dit bon écoutez madame, vu que vous poussez pas très bien, moi ce que je vous propose c'est que j'ai 2 solutions, soit la ventouse, soit les forceps. Personnellement, moi le forceps je préfère. Mmh. Alors moi à ce moment-là, je me penche vers Marie-Aurore et je lui dis bon écoute Marie-Aurore, alors ce qu'il faut savoir chez Marie-Aurore, c'est qu'en gros déjà cette zone-là c'est un petit peu compliqué. Et en plus de ça, elle a toujours prôné un accouchement, donc elle était pas forcément pour ne pas avoir la péridurale, parce qu'à la base elle la voulait. Bon là, elle a pas eu la chance malheureusement. Mais par contre, elle a toujours été contre l'épisio, laisser faire, hormis vraiment si la vie du bébé est en jeu, allez-y quoi, faites. Mais voilà. Et donc à ce moment-là, en fait, je me penche vers elle et je lui dis, Marie-Aurore, là il va falloir que tu y ailles quoi. Il va falloir que tu lâches et il faut que tu lui prouves que tu vas y arriver en fait. Prouve-lui que c'est un voilà, on va pas sortir le mot, mais prouve-lui qu'il a tort, quoi. Euh, et à ce moment, je dis, là, il a dit quelque chose, il veut utiliser un objet, donc si tu veux pas qu'il l'utilise, il faut que tu lui prouves que tu y arrives, quoi. Et là, son regard a encore changé. Les yeux se sont injectés de sang, presque. Et elle a fait une poussée qui était, je pense, spectaculaire et qui a permis de déclencher un petit peu, plus ou moins la naissance. D'accord. C'est là où la tête est arrivée à sortir, etc. Et elle est arrivée à prouver justement au gyné qu'elle en était capable, quoi. Mais là, ouais, c'était encore une transe supérieure où elle est rentrée vraiment dans une autre dimension. Donc là, moi, à mon niveau, j'étais plus soulagé. Je me suis dit, là, on y est arrivé, quoi. Donc, la petite, après, donc, au bout de 3-4 poussées de plus supplémentaires est sortie. Donc, relativement bien jusque-là. Donc 45 minutes de poussée, mais qui m'ont paru très courtes au final. Et c'est après où c'est un peu le cauchemar qui a commencé. C'est-à-dire? Cauchemar pour Maria. Ce qui veut dire, c'est qu'en gros, ben, la petite est sortie, donc c'est le moment où il la nettoie, il la pose sur Marie-Aurore. Et là, en gros, les sages-femmes, donc il y avait 2 sages-femmes et une oxy.
l'oxy qui s'occupe du bébé, les sages-femmes qui nettoient, qui s'occupent un petit peu du bébé, et le gyné qui s'occupe à faire son métier. Donc du coup, moi je me concentre surtout sur le bébé et ma femme, donc du coup je regarde pas forcément ce qui se passe. C'est le moment où le gyné dit bon bah il va falloir que faire sortir le reste, c'est pas encore fini, blabla, etc. Donc sachant que ça fait 1 minute 30 que le bébé est sorti. Moi qui suis vraiment concentré sur le bébé, sur Marie-Aurore, du coup qui entend mais en même temps qui capte pas forcément ce qui se dit. Et là, il se passe un truc où on comprend pas, en fait, Marie-Laure qui crie. Bah, moi, je dis, qu'est-ce qu'il y a, tu as mal? Et puis, la sage-femme qui court vers Virginie et qui lui dit, non, il n'y a pas de péridurale. Et en fait, le mec était déjà en train de rentrer ses mains à l'intérieur pour commencer le curetage, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que sans péridurale, à vif, je pense qu'elle a encore bien douillé. Sauf que toute cette partie-là, c'était hyper rapide. Donc, en fait, on comprend qu'en fait, du coup, moi, je me retourne vers lui et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Et du coup, en fait, il avait tiré un petit peu sur le placenta. Donc après, ce qui s'est passé réellement, je le vois pas, etc. Et en gros, je le vois sortir le placenta. Donc ce qu'il faut s'imaginer, en fait, c'est que je suis entre deux murs. À ma gauche, il y a la table roulante où ils m'ont posé le placenta. Marie-Aurore qui est couchée du coup devant moi. Et en fait, au moment où je me retourne, il prend le placenta et il pose sur la table à côté de moi. Quand je dis pose, c'est je jette un petit peu, tellement que je me souviendrai toute ma vie, parce que du coup, moi, je devais partir au travail, donc j'étais en chemise blanche et costard. Et quand il pose le placenta, en fait, ça gicle du bas de ma chemise jusqu'en haut, avec une belle trace de sang tout le long. Et là, je dis, heureusement que je crains pas le sang, quand même. Et le gyné qui me regarde et qui me dit, mais vous êtes qui? Je dis, bah, je suis le papa, quoi. Enfin, vous voulez que je sois qui, quoi? Donc, sachant que j'avais pas eu le temps de me changer, hein, j'étais pas avec la Charlotte, etc. Et il me dit, mais qu'est-ce que vous faites encore là? Je dis, bah, vous voulez que je sorte comment? Soit je passe au-dessus de ma femme, soit je passe par-dessus le placenta, mais je peux pas sortir, en fait. Ah oui, oui, mais là, le placenta, il commence à farfouiller dedans, et en fait, il était un petit peu hachuré. Donc, dit hachuré, dit peut-être complication, peut-être hémorragie, enfin bref, ça, c'est le médecin qui juge. Et il dit, bah écoutez, on va devoir l'endormir et vérifier. Donc c'est là où du coup il pousse le placenta, moi je sors, donc je passe forcément derrière ses jambes, donc forcément je tourne vite la tête de l'autre côté, je veux pas voir ça. Et je vais vers mon bébé, et là il vérifie, etc. Donc il y avait une petite, donc il l'a mis sous la lampe à côté, c'est là où je vois un petit peu le bébé, il commence à lui nettoyer son premier méa, etc. Et là ils me font sortir de la pièce, parce que du coup ils vont l'endormir pour voir ce qui se passe. Donc je suis sorti, Marie-Aurore avec puis son bébé, donc séparation du bébé, de la mère et du père. Moi qui suis dans le couloir, qui sait pas ce qui se passe, ça doit durer entre 40 minutes et 1 heure. J'en profite quand même pour écrire un petit peu à tout le monde. On te laisse pas ton bébé à ce moment-là? Non, j'étais vraiment dans le couloir, donc le bébé reste sous la lampe. D'accord. Par contre, je crois, alors je me rappelle plus tout, mais c'est le moment aussi ils sont allés peser, etc. Et ça se faisait dans une autre pièce. Mais j'ai pas pu les suivre. Non. Mais on t'a pas donné l'opportunité d'être avec ton bébé en peau à peau pendant tout ce temps? À ce moment-là, non. Alors, juste le moment de l'opération, oui, si je peux dire opération, qui a duré entre 15 et 20 minutes, là, j'ai pas du tout eu le bébé. D'accord. Mais par contre, je pense que c'est pas forcément qu'ils voulaient pas me le donner. Je pense qu'ils sont allés faire des tests sur le poids, peut-être le sang, les choses comme ça. Que d'habitude, je pense qu'ils font dans la salle de naissance. Enfin, c'est ce qui s'est fait avec la deuxième d'ailleurs. Mais vu que là, la maman est endormie et qu'il y a des risques, je pense, à ce moment-là, je sais pas, de bactéries, je sais pas, donc ils m'ont fait sortir de la pièce. À la fin de l'opération, Marie-Aurore dormait toujours, et c'est là où ils m'ont fait rentrer avec le bébé en peau à peau. D'accord. Et c'est là, par contre, où j'ai vraiment compris que j'allais être papa. Moi, j'ai adoré ce moment, parce que là, j'ai eu 2 heures le temps qu'elle se réveille, où j'étais qu'avec mon bébé. Donc là, on était vraiment tous les deux, dans le noir, en peau à peau, exceptionnel, quoi. Très très bien ce moment. Et là, tu te rends compte que t'es papa? Ah là, oui, ah oui, cette chose, elle est fragile. Si je suis pas là, il y a personne, en fait. Donc, ouais, ce qui fait vraiment. Et Marie-Aurore, elle revient quand? Elle doit revenir au bout de 1h30,
que je suis en peau à peau avec elle, qui se réveille doucement en disant des mots que je comprends pas parce qu'elle était encore un petit peu droguée. Et puis jusqu'à un moment où elle me dit qu'est-ce qui s'est passé, que je lui raconte, et voilà. Et par contre, elle peut pas encore prendre le bébé tout de suite parce qu'il y a encore un petit peu de drogue, donc elle peut prendre qu'au partir du moment où on remonte dans la chambre à 23h, sachant qu'elle a couché à 18h30. Ok. Et alors, ces premiers jours avec le bébé, ces premiers instants, comment ça se passe? Premier jour avec le bébé, donc on était plein de bonne volonté, hein. On avait dit, notre bébé, on va essayer de pas lui donner de tutu, on va essayer d'être les meilleurs parents au monde. Ça c'est réussi, ça c'est facile. Non, très très bon moment. Après, ce qui a été très compliqué, c'est que du coup, je pense, maintenant, après réflexion, c'est que vu qu'il n'y a pas eu la première mise au sein, qu'il n'y a pas eu peut-être ce côté d'avoir ces deux parents, confort, je sais pas, c'est ce qu'on se dit maintenant, mais après réflexion, et peut-être qu'on a tort. Mais en gros, elle avait un gros besoin de succion, donc on a passé, je pense, la première nuit, c'était plus la peur qu'elle s'étouffe. C'est-à-dire que vu que le bébé recrache beaucoup, on n'a pas beaucoup dormi. Mais bon, finalement, après, c'était pas trop grave, ça. C'est plutôt la deuxième nuit, en fait, j'ai passé quasiment la moitié de la nuit avec le petit doigt dans la bouche parce qu'elle avait un besoin de succion très très grand, quoi. Très important. Mais oui, non, que du bonheur, on se rend compte que le bébé a besoin de nous, qu'on a besoin de lui. Alors attends, excuse-moi, je me permets d'intervenir. Que du bonheur, mais la tête dans le cul, s'endormir. Non, mais tu vois, je veux dire, j'entends le très grand bonheur qu'il y a, mais factuellement, c'est aussi ne pas dormir. Tu vois ce que je veux dire? C'est que Ça, oui, c'est une oui. erreur. C'est une grosse erreur qu'on a faite. La première nuit, il faut dormir la première nuit. Parce que le bébé fait que dormir, il se remet de son trauma, on aurait dû dormir. Eh oui. Mais comme c'est le premier, on sait pas. Exactement. Petite question rapide. T'avais pris ton congé paternité? Alors là, je l'avais pas encore posé parce que j'avais les 3 jours Ouais. obligatoires. Moi, j'ai même dormi à l'hôpital, etc. J'ai passé les 3 jours carrément avec elle tout le temps. Ouais. Hormis une fois pour aller chercher, je sais plus quoi, à la maison. Sinon, j'ai passé les 3 jours entiers et j'ai enchaîné avec mes 15 jours, enfin mes 11 jours de congé pato. Ok. À l'époque, c'était 15 jours. Ok. Et j'ai enchaîné. D'ailleurs, pour la deuxième, j'ai pas du tout fait ça. J'avais pris qu'une semaine et une semaine plus tard. Et en fait, finalement, la première semaine, c'est pas forcément la plus dure. Je trouve. Enfin, pas la plus dure. Pas pour tout le monde, mais ça dépend comment ça s'est passé, etc. Mais pour nous, c'était pas la plus dure. Et donc, le retour à la maison, comment ça se passe? Retour à la maison. Et donc retour en voiture, très bien. On arrive sur notre canapé qu'on avait étiré pour passer 15 jours sur le canapé. Parce que c'est un peu comme ça que ça s'est fait. On pose le siège auto, je crois, du bébé, et on l'avait laissé dedans. On se pose sur le canapé et on dit, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? En mode, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, voilà, on a un bébé, mais on sait pas quoi en faire, quoi. On sait pas quoi en faire. Et qu'est-ce que vous en faites? Déjà, on la laisse dormir parce que notre première règle, c'est on ne réveille pas un bébé qui dort. Ok. Ça, c'est important. Et puis après, en fait, on voit que c'est le bébé qui va nous dire ce qu'il a besoin, quoi. Et à chaque fois qu'il se réveille, il faut faire les étapes. Est-ce que c'est la couche? Est-ce que c'est à manger? C'est pas ça. Est-ce qu'elle a mal quelque part? Non, c'est peut-être pas ça. Et cette petite routine qui s'installe de le bébé, en fait, va mettre du rythme dans la vie de tous les jours et dans notre quotidien, en mode on va vivre pour elle pendant au moins un petit moment, quoi. Et ça dure au moins la première semaine où on est vraiment que sur ses besoins naturels. Et tout se passe comme vous l'imaginiez? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Allez, vas-y, c'est où que ça merde. Moi déjà, un bébé,
On pense pas ça. En fait, un bébé, on pense que ça naît et puis en fait, ça fait déjà 5 kilos et puis en fait, dans 3 jours, ça marche et puis non, j'exagère un petit peu, mais non, on pense qu'un bébé, ça va être plein de choses et puis en fait, au début, c'est rien. C'est un bébé, au début, ça dort et ça mange, quoi. En fait, au début, alors moi, le côté bébé, vraiment très très petit, je suis pas forcément très fan. Je suis plus fan quand ça commence à être comme ça à 3 ans, où en fait, il y a enfin, pas forcément 3 ans, même 1 an et demi. Ce que j'adore, c'est qu'il commence à avoir un peu de l'échange, que ça soit du regard, de sourire. Tant que c'est poupon ou bébé, je suis pas forcément fan parce que c'est vraiment, comme je disais, c'est manger, dormir et faire caca, quoi. Et c'est sympa, mais moi, ça me fait pas rêver. Ça me fait pas rêver cette situation, ce moment-là. Je pensais, ouais, en fait, c'est vraiment trop fragile, c'est vraiment trop dans les bras. Même si c'est super, hein, c'est magique, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est pas forcément ce que moi je vois d'un enfant. Même si malheureusement, faut passer par là, quoi. Et donc ouais, je pensais pas forcément que c'était ça, avoir un bébé. J'ai bien aimé tous les moments quand même, hormis peut-être les nuits quand même. Les nuits, j'ai pas du tout aimé. C'est ce qui m'a un peu refroidi d'ailleurs pour faire un deuxième au début. Mais non, je pense que le premier mois s'est relativement bien passé. Elle a dormi assez bien au début. Alors assez bien, on se comprend, hein. C'est-à-dire qu'elle arrivait à dormir 3 à 4 heures des fois de temps en temps. Donc moi j'avais déjà repris le travail au bout de 15 jours, donc dormir 3 à 4 heures c'était bien. Jusqu'à ces 1 mois, donc je crois que c'était pour Noël de mémoire. Alors qu'est-ce qui s'est passé, on sait pas trop. Je pense que enfin on a compris, mais bien après, je pense qu'elle avait 4 mois. Parce qu'en fait elle faisait des RGO. Mhm. Mais qu'on n'a pas vu et que les médecins n'ont pas vu. Et de mémoire, je crois que c'était ma maman qui l'avait senti, parce que ma maman travaille en PMI, donc petite et moyenne enfance, et elle avait senti en fait à l'aigreur de sa bouche, quoi. Et c'est là où on est rentré dans, pour moi, un cauchemar. Alors, le RGO, juste pour ceux et ceux qui connaissent pas, c'est ce qu'on appelle un reflux gastro-œsophagien. Voilà, donc ça fait mal. Mais très très mal. Et donc là, c'est l'enfer. Ah bah là, c'est un cauchemar, là. Là, c'est le début Qu'est-ce qu'on a fait pour faire un enfant? C'était bien ça, en fait. Oui, non, un cauchemar. Je passais oui, parfois 3 heures à la porter la nuit. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, à chaque fois que je la posais, elle hurlait, quoi. Et quand je dis hurler, c'était pas des petits moins, quoi. Elle hurlait de douleur. Donc, on était obligé de dormir uniquement debout contre nous. Euh, et donc, on avait tous les deux repris le travail au bout de 3 mois. Qui c'est qui va se lever? On faisait une nuit chacun. On faisait un relais chacun. Non, c'était vraiment un cauchemar, quoi. Elle, elle est allaitée au sein à ce moment-là ou pas? Elle a allaité jusqu'à 3 mois. D'accord, Donc, jusqu'à sa reprise de travail, jusqu'à 3 mois. d'accord. Euh, Après, le problème, c'est que toutes les nuits, il fallait se lever, donc allaiter ou pas. Nous, en plus, c'était le premier bébé, donc un peu. Alors, l'erreur qu'on fait, on peut pas dire erreur, mais en gros, on voulait être les parents idéaux, on va dire, ou du moins comme comme tout le monde en rêve. Donc, on changeait la couche à chaque tétée. Euh, à chaque petit bruit, on se levait, vérifier si ça allait. Enfin, les erreurs débutantes, on peut dire. Oui, bon, tu sais, je me demande si c'est juste pas un parcours normal, ça s'appelle l'expérience après, tu vois. Oui, c'est peut-être vrai aussi. Voilà, hein. Ça Enfin, forme, ça tu vois. fonde, c'est sûr. Mhm. C'est Non, c'est de l'acquisition d'expérience, hein. mhm. Tu vois, je Non, mais pense c'est je sûr. pense que je pense que quand t'étais sapeur-pompier volontaire, les premières interventions que t'as fait, t'as dû en faire des conneries, hein. Ah bah, Tu oui, vois? oui, ça c'est certain, ça c'est certain. Voilà. C'est sûr. On a tendance à l'oublier concernant la parentalité, on a tendance à être très dur avec soi-même, alors que non, c'était juste, la découverte et voilà. Moi, tu vois, quand je t'écoute parler, il y a un truc qui m'a marqué, c'est les bruits du bébé la nuit. Moi, je sais que c'est un truc, je savais pas que les bébés, ça faisait les nourrissons, tu vois, à la naissance, après la naissance, ça faisait autant de bruit la nuit. Tu vois, je pensais que ça dormait, sans faire de bruit et pour le coup, je me réveillais à chaque bruit parce que je Ouais, savais c'est pas vrai. ce que c'était, tu vois? Je pétais et en fait, c'était compliqué mais après quand tu sais que c'est OK, que c'est normal, bah, voilà, tu vois, c'est l'expérience. Voilà, soyez pas,
trop dur envers vous-même sur ce genre de sujet. En tout cas, vous vouliez être les parents parfaits. C'est ça. Et vous avez été parfaitement imparfaits comme tous les parents de la Terre. C'est exactement ça. Et comment ça évolue ce sujet de RGO alors? Eh ben, ce sujet de RGO dure jusqu'à... Donc on a commencé là, du coup, la diversification alimentaire très tôt, à 3 mois et demi, 4 mois, parce qu'on s'est dit, ouais, on a commencé un petit peu tôt en se disant, si elle mange un peu plus solide, ça va aller mieux. Ce qui a plutôt bien marché, plus ou moins. D'accord. Mais elle en a eu quasiment jusqu'à 6 mois, donc jusqu'à 6-7 mois, on n'a pas dormi la nuit. Quand je dis pas dormir, c'est qu'on dormait 1 heure, 1 heure et demie. Donc coupé, hein, bien sûr. Donc moi qui ai un métier assez prenant, où des fois je partais à 5 heures du matin, je rentrais à 20 heures le soir, j'arrivais à 14 heures à avoir les yeux qui brûlaient, comme quand tu sais, tu rentres de boîte à 6 heures du matin, à l'époque où ça fumait encore dedans, tu as les yeux complètement éclatés. Et donc ouais, non, honnêtement, c'est un mauvais moment, un très mauvais moment. C'est pour ça que moi je le répète, mais pour moi c'était un cauchemar de ma vie. On voit pas le jour, on sait pas quand ça va s'arrêter. Non, ouais, très 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 compliqué. D'accord. Et quand ça va mieux? Eh ben, on sait pas pourquoi. D'un jour, on la couche à 8 heures et puis elle se lève à 8 heures et puis c'est comme ça tous les jours après. Et on se dit, ah bah finalement, c'est facile un enfant. Et là, tu vois, en fait, les gens qui t'écoutent passent d'un statut où ils étaient là, oh mon Dieu, les pauvres. Oh là là, mais les pauvres, vraiment, quel enfer ils ont de vivre pendant tous ces mois. Et là, tu vois, juste avec ce que tu viens de dire, c'est, oh les bâtards. Je suis sûr que c'est la réaction qu'on va avoir. C'est toujours la réaction des parents qui disent, ben voilà, maintenant ça dort, quoi. Ça dort et puis ça fait des nuits complètes, en tout cas, qui correspondent aux nôtres, et c'est chouette. Et donc ta première fille grandit, mais il y a quelque chose qu'on sait toujours pas. Comment s'appelle ta fille? Alors ma fille s'appelle Lizzie. Et oui, Donc, parce que ça, c'est quelque chose que vous aviez décidé donc presque 15 ans avant, quoi. Ça, c'est vrai qu'il y a une petite histoire autour de ça, oui. Oui, donc justement, le jour où on s'était dit cap ou pas cap, on s'était dit cap ou pas cap si on a une fille de l'appeler Lizzie. Et du coup, en fait, le jour de sa naissance, c'était un peu écrit dans le marbre. Donc, justement, le moment où elle était endormie et qu'elle était... parce que du coup, on n'a pas pu vraiment valider le prénom. J'avais la feuille de naissance et je devais écrire le prénom et le nom de famille. Et c'est ce grand moment de doute où j'ai rien écrit. Et la sage-femme qui me dit, mais vous avez rien écrit? Non, parce que j'aimerais bien que maman soit d'accord quand même. On se l'était dit, mais entre se le dire et le faire, il y avait une différence. Et donc Lizzie, oui, c'était venu depuis on était tout petit. On s'était lancé un petit peu ce cap ou pas cap. Après, on aimait bien tous les deux le prénom, que ça soit le diminutif d'Elisabeth, mais que ça soit pas Elisabeth. Le fait que ça soit notre première fille, que c'est tout ce qu'on s'était dit, en fait, c'était ultra logique que ça soit ça, quoi. Et si ça avait été un garçon, t'avais un prénom, quoi? Eh non. T'as pas une autre question? Non, s'il y avait un garçon, on avait notre shortlist. Il y avait Johan, je me rappelle plus les deux autres. Enfin, on en avait 3, mais on n'avait rien acté, on n'avait pas décidé. Et je pense que ça aurait été compliqué. Mais bon, peut-être qu'on se serait décidé, si on connu le sexe, on aurait peut-être plus penché sur la question. Mais on n'avait rien décidé. Ok. Merci beaucoup, Romain. Bah, de rien. Pour cet échange. De rien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.